Je souhaite commencer par deux observations faites par deux observateurs très avisés. L'un était, en quelque sorte, un gourou pour moi à l'université Harvard, le professeur Edward Wilson, un biologiste évolutionniste qui est décédé l'année dernière. C'était un grand penseur et une personne merveilleuse. Il a décrit notre état de choses au XXIe siècle de la manière suivante. Il a dit que nous sommes entrés dans le XXIe siècle avec nos émotions de l'âge de pierre, nos institutions médiévales et nos technologies semblables à celles des dieux. Pour le professeur Wilson, la profondeur de la situation était l'incongruité absolue du timing de notre nature humaine, qui s'est formée sur une échelle de temps évolutive sur des dizaines et des centaines de milliers d'années. Cette nature a façonné nos capacités à la fois pour la coopération et pour la violence. Nos institutions médiévales, telles que la Constitution des États-Unis, étaient très ingénieuses en 1787, mais pas de la manière que je recommanderais de les écrire aujourd'hui. Ce sont des institutions médiévales et ne sont malheureusement pas à la hauteur des défis d'aujourd'hui. Et bien sûr, nos technologies semblables à celles des dieux, car nous sommes à une époque de progrès dans le savoir-faire technologique à un rythme sans précédent, et probablement à un rythme encore accéléré, en raison des avancées continues rendues possibles par les révolutions informatiques et numériques, dont Taïwan fait tellement partie. La seconde observation qui est liée est celle de mon président préféré pendant ma vie, en effet le seul que j'ai vraiment aimé, je dois le dire, et c'est le président John F. Kennedy. Il a dit dans son discours d'investiture le 20 janvier 1961, car le monde est maintenant très différent. L'homme a la capacité de mettre fin à toutes les formes de pauvreté humaine et à toutes les formes de vie humaine. Le président Kennedy, en une phrase, a saisi la réalité existentielle de notre époque. Il a suggéré que notre capacité technologique est vaste, mais que nos capacités institutionnelles et humaines sont limitées. Nous avons le pouvoir d'éradiquer la pauvreté humaine, mais cette même prouesse technologique pourrait également détruire la vie sur Terre. À l'époque, il faisait référence au risque de guerre thermonucléaire, un risque qui a atteint son paroxysme pendant son administration avec la crise des missiles de Cuba en octobre 1962, malgré sa détermination à prévenir un tel conflit. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation similaire. Il y a un conflit direct entre les États-Unis et la Russie, les deux plus grandes puissances nucléaires, et non pas juste une guerre par procuration. Ce matin, j'ai regardé les dernières nouvelles qui rapportaient que des avions américains fournissaient des renseignements pour que des navires ukrainiens lancent des missiles sur des navires russes en mer Noire. Les États-Unis sont activement impliqués dans la guerre, pas seulement en tant que fournisseurs. C'est le danger auquel nous sommes confrontés. Deux pays possédant 6000 ogives nucléaires engagés dans un conflit actif. C'est le scénario même contre lequel le président Kennedy nous avait mis en garde. Le développement durable est une idée qui vise à répondre à cette réalité périlleuse. Le développement durable est un concept relativement nouveau, apparu il y a moins de 40 ans. La célèbre commission du Dr Brundtland en 1987 a introduit le terme dans la conscience publique. Le concept de développement durable a ensuite été diplomatiquement adopté lors du sommet de Rio en 1992, où il a été officiellement reconnu comme un objectif des États membres des Nations Unies. Nous devons nous demander pourquoi il y avait un besoin pour ce concept. Pour comprendre cela, nous devrions considérer la nature du système mondial tel qu'il existe aujourd'hui. Ce système, qui relie l'économie, la politique, la géopolitique et d'autres aspects, lie le monde dans une structure hautement complexe et maintenant très dangereuse. Il y a 4 éléments clés du système mondial à garder à l'esprit. Premièrement, il est dominé par l'Occident. Le terme « Occident » faisant référence aux pays de la région de l'Atlantique Nord, y compris le Royaume-Uni, l'Union européenne et les États-Unis. Cette domination est due à un tournant singulier dans l'histoire mondiale.
l'industrialisation a commencé dans la région de l'Atlantique Nord. Plus précisément, elle a débuté dans l'atelier de James Watt à l'université de Glasgow dans les années 1770. Lorsqu'il a amélioré la machine à vapeur de Newcomen en ajoutant un condenseur, créant ainsi la machine à vapeur moderne et efficace. La Chine avait inventé la machine à vapeur plusieurs siècles auparavant, mais c'est la Grande-Bretagne qui a donné vie à la machine à vapeur moderne. La Grande-Bretagne a ensuite intégré la machine à vapeur dans les transports, en particulier les chemins de fer et les paquebots océaniques, ainsi que dans sa marine, créant un monde dominé par l'Occident au XIXe siècle. Nous pouvons situer l'émergence du monde dirigé par l'Occident entre 1795 et 1839. En 1795, le roi George III a envoyé son émissaire, George Macartney, pour discuter de l'ouverture de la Chine avec l'empereur Qianlong. L'empereur Qianlong a déclaré de manière célèbre qu'il n'avait pas besoin des biens britanniques et leur a ordonné de se cantonner au port de Canton. D'ici 1839, après que la machine à vapeur ait été installée sur les navires de la marine britannique, la Grande-Bretagne a lancé la première guerre de l'opium contre la Chine, modifiant de manière décisive l'histoire. Ainsi, c'est le militarisme britannique qui a forgé le monde dirigé par l'Occident. La Grande-Bretagne était le pays le plus militariste du XIXe siècle, dominant le reste du monde non industriel. La deuxième caractéristique du système mondial est sa nature capitaliste. Le capitalisme ne signifie pas simplement marché libre ou économie de marché. Cela signifie que le système fonctionne au profit d'entreprises privées recherchant le profit, souvent avec le soutien de l'État. En fait, il représente une fusion des intérêts de l'État et du privé, mais il est orienté vers le capital privé. Par exemple, c'est la Compagnie des Indes orientales de Grande-Bretagne qui a colonisé l'Inde, et non le gouvernement britannique. Le gouvernement britannique, connu sous le nom de Raj britannique, a pris le relais de la Compagnie des Indes orientales en 1858. Le capitalisme, dans sa forme de base, est représenté par une entreprise privée, fortement influencée par l'État, comme ce fut le cas lorsque la reine Élisabeth possédait des parts dans la Compagnie des Indes orientales avec d'autres. Le concept reposait sur la propriété privée et le capital privé, qui continue d'être la structure organisationnelle du monde aujourd'hui. Ce système présente des mérites significatifs, car il canalise l'énergie humaine vers l'accumulation de richesses en raison de l'incitation extrêmement puissante du motif de profit. Cependant, il crée fondamentalement un monde basé sur la cupidité et des systèmes politiques généralement orientés vers la maximisation de la richesse privée. Aux États-Unis, le gouvernement opère au nom de son industrie privée. Ce n'est pas que le gouvernement américain contrôle l'industrie, mais plutôt que l'industrie contrôle l'État. Ce n'est pas une idée radicale, mais une idée claire et évidente, surtout si l'on considère les contributions de campagne qui s'élèvent maintenant à plus de 10 milliards de dollars à chaque cycle électoral, payées par les grands lobbies corporatifs et les milliardaires. Le deuxième fait est que notre système mondial est capitaliste. Le troisième fait est qu'il s'agit d'un système d'État-nation. Le véritable pouvoir réside au niveau de l'État-nation et non au niveau mondial avec les institutions de l'ONU, qui, malgré mon travail avec elles, ne détiennent aucun pouvoir réel, ni au niveau local. Le pouvoir est concentré au niveau national parce que c'est là que se trouvent l'armée et l'état de sécurité, et où réside le pouvoir ultime, en particulier avec les quelques grandes puissances du monde. Le quatrième élément du système mondial est qu'il est radicalement entraîné par la technologie. Nous sommes dans un état de changement technologique continu depuis James Watt et la première mécanisation basée sur la vapeur. C'est remarquable. Cette technologie pourrait mettre fin à toutes les formes de pauvreté humaine. Nous pourrions connaître la prospérité la plus glorieuse jamais imaginée, même au-delà de ce que nous pouvons actuellement imaginer.
Cependant, nous pourrions également détruire le monde avec les mêmes technologies. Que ce soit l'énergie nucléaire, la biotechnologie ou d'autres, chacune a un revers de la médaille. Nous avons des lauréats qui ont sauvé des centaines de millions, voire des milliards de personnes avec des vaccins. Mais la même biotechnologie peut être utilisée pour créer des armes biologiques. Il existe des programmes de guerre biologique actifs cachés à la vue dans des pays du monde entier, sur lesquels j'ai beaucoup appris ces 2 dernières années, et ils sont profondément dangereux. C'est l'état de nos affaires. Qu'en résulte-t-il? Nous voyons la plus grande richesse et la plus longue espérance de vie que le monde ait jamais connue. Mais il y a 3 problèmes absolument fondamentaux. Le premier est que malgré toute cette richesse, une pauvreté profonde persiste dans le monde. C'est notre immoralité la plus fondamentale. Cette pauvreté passe inaperçue. Les gens vivent avec des espérances de vie de 20 ou 30 ans de moins que celles à Taïwan ou aux États-Unis, et la manière dont ils meurent en grand nombre passe inaperçue. Pratiquement personne au pouvoir dans le monde riche ne s'en soucie. Beaucoup de gens se soucient, mais ceux au pouvoir, non. Ce n'est pas leur rôle. Leur rôle est d'accumuler richesse et pouvoir. Ma femme et moi le voyons dans notre travail en Afrique. Il y a juste quelques jours, il y a eu un coup d'État au Niger. J'utiliserai un terme simple pour décrire cette situation. Évident. C'est évident parce que le Niger est l'un des endroits les plus pauvres du monde, avec une espérance de vie d'environ 60 ans. Les gens meurent en grand nombre à cause de la sécheresse, de la faim, de la pauvreté et du manque d'accès aux services de base. Seriez-vous surpris par un coup d'État dans un tel lieu? Bien sûr que non. C'est pourquoi les coups d'État sont monnaie courante à travers le Sahel. La seule raison pour laquelle quelqu'un s'en soucie, c'est que le Niger fournit de l'uranium à la France. En conséquence, il y aura des armées et de nouvelles guerres par procuration au Niger. Non pas à cause des gens qui sont complètement invisibles et jetables, mais à cause de la valeur de l'uranium. C'est le premier échec. Nous pourrions mettre fin à toutes les formes de pauvreté humaine, mais nous choisissons de ne pas le faire. Nous n'essayons même pas. Il n'y a pas l'ombre d'une préoccupation au Congrès américain à ce sujet. Je suis ici pour vous dire la vérité, et la vérité est qu'après 40 ans de travail là-dessus, je peux dire qu'ils s'en fichent tout simplement. Ce n'est pas dans leur description de poste. Le deuxième problème est la catastrophe environnementale. L'activité économique a été multipliée par 100 depuis que James Watt a perfectionné la machine à vapeur, et elle a été principalement basée sur les combustibles fossiles. Les effets quantiques de ces carburants qui capturent le rayonnement infrarouge n'étaient ni compris, ni même concevables en 1766. Mais maintenant, ils nous ont menés au bord de la catastrophe environnementale. C'est une catastrophe sur tous les fronts, car l'économie mondiale, avec sa taille de plus de 100 billions de dollars par an, impacte chaque écosystème, les océans, les terres et bien sûr le climat. Il ne s'agit pas seulement du changement climatique. Il s'agit de la destruction de chaque grand biome et pêcherie dans le monde en raison de l'ampleur de l'économie et des technologies utilisées. Le problème avec l'échelle n'est pas seulement la quantité d'électricité produite, mais le fait qu'elle est générée en utilisant des combustibles fossiles. Cela crée du dioxyde de carbone qui réchauffe la planète. Nous avons maintenant atteint un point où la planète est plus chaude que jamais au cours des 125 000 dernières années, depuis la période émienne. Nous mettons inévitablement en place le décor pour la destruction d'une partie significative de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidentale, et nous nous engageons vers une élévation du niveau de la mer de plusieurs mètres sur une échelle de temps incertaine, que ce soit en décennies ou en siècles. Mon collègue principal en sciences du climat, James Hansen, me dit depuis 20 ans, de manière constante et correcte, que ce que les rapports du GIEC, aussi alarmants soient-ils, ne représentent qu'une fraction de la vérité. La vue de consensus est à la traîne par rapport à la réalité,
et la situation est pire que ce que nous savons et s'accélère. Le réchauffement est passé de 0,18 degrés Celsius par décennie à environ 0,27 degrés Celsius par décennie. Nous allons bientôt franchir le seuil de 1,5 degré Celsius. La troisième grande défaillance du système international est notre incapacité à maintenir la paix. C'est une défaillance structurelle. Dans l'esprit occidental qui a été façonné par 1000 ans de guerres européennes, l'état de guerre est considéré comme inévitable. C'est la triste vérité. La perspective occidentale est assez différente de celle de la Chine, où, pendant une grande partie des 2000 dernières années, il y a eu une paix intérieure. Bien qu'il y ait toujours eu des menaces d'invasion venant du Nord, la Chine a connu de longues périodes de paix intérieure. En revanche, l'Europe n'a pas connu de paix intérieure depuis 466 après Jinshilin, lorsque l'Empire romain d'Occident est tombé. Depuis lors, c'est presque la guerre constante. Même lorsque nous enseignons les relations internationales dans les universités américaines, nous soulignons l'inévitabilité du conflit. L'un des analystes que j'admire le plus aux États-Unis est John Mearsheimer de l'Université de Chicago. Bien que je sois fondamentalement en désaccord avec lui, c'est un merveilleux universitaire et un merveilleux être humain. Son livre le plus célèbre s'intitule « The Tragedy of Great Power Politics ». Le livre est basé sur l'idée que la tragédie sous forme de guerre est l'état naturel des choses, parce que le système international est anarchique. Quand je l'ai mis au défi en lui demandant « John, comment pouvons-nous nous contenter de la tragédie ?» il a répondu « Jeff, c'est la réalité. » How can we settle for tragedy? He said, Jeff, that's the reality. He's very smart. Il est très intelligent, mais je ne peux pas me contenter d'un domaine qui est basé sur la tragédie, sauf peut-être en littérature, mais pas dans notre réalité. C'est là que le développement durable intervient. Le développement durable est un domaine de résolution de problèmes conçu pour aborder 3 domaines. Mettre fin à la pauvreté, atteindre le bien-être économique et assurer la durabilité environnementale. Il postule que la guerre n'est pas inévitable. En fait, elle devrait être impensable. Cependant, elle n'est pas vraiment impensable parce qu'il est actuellement courant aux États-Unis de plaider pour plus de guerre. Personne ne parle de négocier une fin à la guerre en Ukraine. Quand je le suggère, ce que je fais tous les jours, on me traite d'apologiste de Poutine. C'est ainsi que le problème de mentalité est grave en ce moment. Ainsi, l'idée du développement durable est de choisir de mettre fin à toutes les formes de pauvreté humaine, pas à toutes les formes de vie humaine. C'est un domaine avec un objectif. Mon philosophe préféré, Aristote, croyait en le télos, qu'il devrait y avoir un but ultime. Le développement durable est un domaine avec un télos. Le but ultime est d'atteindre la prospérité partagée, la durabilité environnementale et la paix mondiale. Et cela est à notre portée. Pour y parvenir, nous devrions comprendre nos émotions de l'âge de pierre et nos tendances, mais ensuite contrôler les pires d'entre elles. Nous devrions comprendre et réformer nos institutions médiévales parce que nous ne voulons pas mourir pour des raisons médiévales. Nous devrions utiliser nos technologies pour le bien commun et non uniquement pour l'armée américaine ou toute autre armée. Le but ultime de la révolution numérique ne devrait pas être créer des missiles guidés plus intelligents. Cependant, il semble que le domaine le plus rapide en matière d'avancement technologique ces 6 derniers mois a été celui-ci. En particulier sur le champ de bataille en Ukraine, où de nouvelles armes sont testées, malheureusement, aux dépens des Ukrainiens. Le domaine du développement durable est crucial. Il englobe 3 aspects principaux. Premièrement, c'est un ensemble d'objectifs, comme je l'ai décrit. C'est une discipline orientée vers des buts. Plus précisément, nous pouvons penser aux objectifs convenus à l'échelle mondiale. Les 17 objectifs de développement durable, ODD, adoptés le 25 septembre 2015. L'accord de Paris sur le changement climatique, adopté le 12 décembre 2015. Et le cadre de biodiversité de Kunming-Montréal,
convenus sous la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. Ce sont des objectifs convenus à l'échelle mondiale et ils sont louables. Ils ont le potentiel de sauver le monde. Par exemple, l'ODD 16 vise à établir des sociétés pacifiques et inclusives, tandis que l'ODD 17 promeut un partenariat mondial. Fait intéressant, 188 États membres de l'ONU ont présenté des plans d'action pour les ODD. Cependant, 5 ne l'ont pas fait. Le Soudan du Sud, le Yémen, Haïti, le Myanmar et les États-Unis d'Amérique. Il est à noter la compagnie dans laquelle se trouvent les États-Unis. Cela est dû au fait que, pour les États-Unis, l'objectif semble être le pouvoir et non le développement durable. Ils ne peuvent même pas se résoudre à reconnaître les objectifs de développement durable comme une politique nationale, même 8 ans après leur adoption. Le développement durable est un domaine d'étude. C'est une approche systémique, mais c'est un système de systèmes. En d'autres termes, vous devez comprendre les interconnexions de 4 principaux systèmes. Premièrement, il y a les systèmes physiques de la Terre, qui nous aident à comprendre les défis écologiques, climatologiques et hydrologiques. Deuxièmement, il y a les systèmes techniques du monde. Nous vivons dans un monde conçu, ce qui dans l'ensemble est une bonne chose. C'est pourquoi nous avons de la nourriture, de l'eau propre et de l'assainissement. Dans le monde développé, nous ne nous inquiétons pas de notre nourriture ou de notre eau au jour le jour, bien que 2 milliards de personnes le fassent chaque jour, désespérément. Mais nous n'avons pas à le faire grâce au monde conçu. Nous vivons dans un monde qui est conçu pour l'eau, l'assainissement, le transport routier, ferroviaire et la fibre. Comprendre ces systèmes techniques est crucial. Le troisième système est les systèmes politico-économiques, qui sont des systèmes de pouvoir et d'allocation des ressources. Les marchés jouent un rôle, et le pouvoir brut aussi. Dans nos manuels, nous parlons des marchés, mais pas du pouvoir brut, parce que nous ne sommes pas censés exposer le côté plus sombre du capitalisme. Mais c'est un côté très réel et plus sombre. Le quatrième système est les systèmes sociaux, psychologiques, éthiques et culturels. Ce sont les façons dont nous pensons, percevons la réalité et comment les groupes se rapportent les uns aux autres, au-delà des structures de pouvoir de la politique. Le développement durable vise à interconnecter ces aspects. Ce n'est pas facile. Maîtriser ne serait-ce qu'un domaine est très difficile. Bien sûr, personne ne peut maîtriser tous ces systèmes interconnectés, mais l'idée est de comprendre que nous vivons dans un monde interconnecté, un système de systèmes. J'ai initié un programme de doctorat en développement durable à l'Université Columbia en 2005. Lorsqu'on me demande une définition du développement durable, je dis que si vous pouvez satisfaire un conseiller en sciences physiques ou en ingénierie d'un côté et un conseiller en sciences sociales de l'autre, alors vous êtes dans le domaine du développement durable. L'idée est d'aborder le monde de 2 manières différentes, la matérielle et physique, et la sociale, politique, économique et éthique. Celles-ci doivent être comprises de manière intégrée. J'ai mentionné que votre doctorat doit être approuvé par des experts dans ces différentes disciplines. Nous produisons de merveilleux doctorats à partir de ce programme, en nous concentrant sur des approches pour soutenir les écosystèmes, mettre fin à la pauvreté dans les contextes à faible revenu, les relations avec les populations autochtones, les dommages climatiques, et ainsi de suite. Mais au cœur même, le développement durable consiste à regarder l'interconnexion des environnements physiques, conçus, économiques, politiques et sociaux, ce qui est essentiel aux études de la discipline. Le troisième aspect du développement durable, les objectifs, la discipline, est l'introduction de nouvelles formes de gouvernance. C'est une discipline orientée vers l'action qui est à la fois théorique et pratique. La pratique est essentielle, particulièrement parce que nous sommes contraints par le temps de plusieurs manières. D'abord, nous avons épuisé notre zone tampon écologique.
Nous sommes au point de bascule où nous pourrions connaître des catastrophes environnementales incontrôlables. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais le principal climatologue de l'Earth Institute pendant de nombreuses années, Wallace Brooker, qui est décédé, était un climatologue et océanographe absolument brillant. Avec James Hansen, il a souligné à leurs centaines de collègues l'importance de comprendre les non-linéarités et les effets de seuil de notre système climatique. Cela inclut la destruction des calottes glaciaires, l'effondrement de la circulation thermohaline, l'assèchement des forêts tropicales et la fonte du pergélisol. Nous sommes à un moment critique où ces changements pourraient devenir irréversibles. Comme nous le disions plus tôt, notre travail est d'être de bons ancêtres pour nos descendants. Cependant, nous leur laisserons un monde complètement dévasté à moins que nous agissions maintenant. Par conséquent, le temps d'agir est très court. Une autre échéance pressante est le seuil nucléaire. Le bulletin des scientifiques atomiques maintient l'horloge de l'apocalypse, qui est un rappel frappant de l'urgence que nous affrontons. The Bulletin of Atomic Scientists keeps the doomsday clock. It is now at 90 seconds to midnight. Il est maintenant à 90 secondes de minuit, ce qui signifie que nous sommes plus proches de la destruction du monde que jamais depuis le début du comptage de l'horloge en 1947, selon les scientifiques atomistes. Je comprends pourquoi, car les gens qui dirigent mon pays sont complètement sans responsabilité et sans prudence. Ils sont engagés dans une guerre ouverte avec une autre puissance nucléaire dans un jeu de la poule mouillée, ce qui est absolument répugnant. C'est un gros problème car ils ne répondent pas non plus aux appels téléphoniques. Ils ne veulent pas en entendre parler. Et les médias de masse ne veulent pas en entendre parler. Il est considéré comme impoli de parler de menaces nucléaires. Tout ce qu'on nous dit, c'est de ne pas avoir peur. Eh bien, mon conseil est d'avoir peur parce que nous ne sommes pas en contrôle et nous ne sommes pas entre des mains responsables. J'ai peur de le dire. Donc c'est une autre raison pour laquelle le temps est si court. Nous fixons des objectifs depuis le premier sommet de Stockholm en 1972, puis au sommet de Rio, ensuite en l'an 2000, au sommet du millénaire, et encore en l'année 2015. Ces objectifs sont merveilleux. Je suis impliqué dans la définition des objectifs depuis 23 ans, depuis les objectifs du millénaire pour le développement. J'aime les objectifs. Mais nous ne les atteignons pas. Nous les énonçons, nous les adoptons, puis nous ne les poursuivons pas. Permettez-moi de dire qu'il y a beaucoup à étudier sur ce sujet. Donc, si des doctorants ou des étudiants de premier cycle écoutent, souvenez-vous que les solutions sont basées sur la connaissance et l'expertise. Ces sujets ne sont pas simples. These are not simple subjects. I'm not arguing that it's merely a matter of ethics or good faith to solve these Je ne prétends pas qu'il s'agisse simplement d'une question d'éthique ou de bonne foi pour résoudre ces problèmes. Transformer le système énergétique d'ici 2050 est un défi technique très profond. Ce n'est pas seulement un défi éthique, pas seulement un défi politique, mais aussi un ensemble de défis techniques. Nous devons trouver comment faire fonctionner un système d'énergie renouvelable, comment rendre l'énergie nucléaire sûre, comment créer une chaîne de valeur pour les véhicules électriques qui puissent répondre à l'échelle du défi mondial et comment avoir un stockage d'énergie à faible coût, entre autres. Ce sont des défis techniques importants. C'est ce que la discipline du développement durable analyse. Mais comme le temps est compté, permettez-moi de conclure avec les questions de gouvernance, car c'est là que se trouvent nos plus grands défis en réalité. Le monde a été gouverné par des préceptes anglo-saxons au cours des 200 dernières années. C'est un coin très particulier du monde, philosophiquement étrange, et pas une si bonne idée que ça. L'idée empiriste britannique était de laisser les désirs s'exprimer fortement, mais de les contrôler par les marchés ou par les institutions politiques. Thomas Hobbes, le philosophe britannique du XVIIe siècle, disait que les gens sont incorrigibles dans leurs appétits insatiables pour le pouvoir, la gloire et la renommée, donc nous avons besoin d'un gouvernement central fort pour les contrôler. Il suggérait de ne pas essayer de changer les gens, mais simplement de les contrôler.
Puis, Adam Smith est arrivé en 1766 et a dit que les gens sont mus par leur propre intérêt, mais que les forces du marché et la concurrence seront le véhicule pour transformer l'intérêt personnel en intérêt social. Le système qui est censé émerger comme un marché autogéré est supposé mener providentiellement au bien commun. Malheureusement, il s'agit simplement de belles fictions et d'idées astucieuses, et non de la réalité. Nous ne survivons pas avec des léviathans comme Hobbes l'imaginait, et le marché libre n'est pas un système providentiel. Il n'a jamais existé. Nous avons besoin d'un gouvernement, mais il est crucial que le gouvernement fasse les bonnes choses, et non les mauvaises. Le gouvernement ne devrait pas être simplement la servante d'entités en quête de profit, telles que le complexe militaro-industriel aux États-Unis, qui possède et opère essentiellement la politique étrangère des États-Unis à ce moment. Pour comprendre les véritables dynamiques de la politique étrangère américaine, on devrait se tourner vers Raytheon plutôt que vers la Maison-Blanche. Cela s'applique à n'importe quel domaine. Nous avons besoin d'un gouvernement qui travaille pour le bien commun et non d'un qui sert des intérêts privés particuliers. La gouvernance pour un développement durable n'est pas facile. Elle est aussi techniquement difficile. Considérez la transformation énergétique. Nous avons déjà atteint une augmentation de 1,2 degrés Celsius au-dessus du niveau pré-industriel et atteindrons bientôt, peut-être cette année ou l'année prochaine, une anomalie de 1,4 degrés Celsius en raison de cette année extrêmement chaude, amplifiée par El Niño, qui entraîne une variabilité interannuelle en plus de la tendance sous-jacente à la hausse. Nous devons de toute urgence passer à des systèmes énergétiques zéro carbone d'ici le milieu du siècle. C'est un défi de gouvernance important. Taïwan a-t-il un tel plan? Does Taiwan have such a plan? Not at all. No. Pas du tout. Il n'y a aucun plan. L'approche 50-30-20 n'est pas un plan. Ce n'est même pas une excuse de plan. L'objectif devrait être d'atteindre zéro. Générer 50% de l'électricité à partir de gaz naturel et 30% à partir de charbon signifie que nous aurons un système énergétique à 80% fossile pour 2025. Cela n'a aucun sens. Ce n'est même pas un objectif, c'est simplement une déclaration. Alors, où est le plan? Votre gouvernement et le mien n'ont fait aucun plan parce qu'ils sont concentrés sur la politique et la pensée à court terme. Ils ne veulent pas présenter les alternatives. Devrions-nous inclure l'énergie nucléaire? C'est un sujet très débattu. Voici à quoi cela pourrait ressembler avec l'énergie nucléaire, et voici à quoi ça pourrait ressembler sans. Mais au moins, ces deux scénarios visent à atteindre zéro net d'ici 2050. Le gouvernement a-t-il proposé de tels scénarios? Pas que je sache, et veuillez me corriger si je me trompe, mais je peux vous assurer que Taïwan n'est pas seul. Les États-Unis manquent également d'un plan complet. Nous avons un comité sénatorial de l'énergie et des ressources naturelles, présidé par un sénateur qui possède 2 compagnies de charbon. C'est presque incroyable, et je ne suis pas satirique. Je parle du sénateur Joe Manchin de Virginie-Occidentale. La richesse de sa famille est liée au charbon. Son rôle au Sénat semble être de bloquer tout plan. Mais le problème est plus large qu'un seul sénateur. Tout le Congrès aux États-Unis est corrompu, non pas en termes de corruption individuelle, mais de corruption systémique, car ils dépendent tous des contributions des entreprises pour maintenir leur position. Le fait qu'un sénateur possède 2 compagnies de charbon à notre époque ne fait même pas lever un sourcil. Récemment, il y a eu un incident qui ressemblait à une opération de piégeage ou une plaisanterie, ou je crois que c'était Greenpeace. Ils ont interviewé le principal lobbyiste d'ExxonMobil en prétendant lui proposer un nouveau poste. Pendant l'entretien, ils ont demandé au lobbyiste comment il menait ses opérations. Il a répondu « Oh, c'est facile. Tout ce que nous faisons, c'est aller voir le sénateur Joe Manchin. Il arrête tout. » Lorsque cette information a été divulguée, elle n'a même pas fait la une des journaux.
Cela indique que la qualité de la gouvernance est en état de délabrement. C'est simplement une formalité de la démocratie d'avoir une élection. C'est tout ce qu'il y a. Sinon, il n'y a pas de délibération, pas de fourniture d'informations, pas de vérité, que ce soit à propos de la guerre en Ukraine, où le peuple américain n'a été ni consulté ni informé depuis le début, ou à propos d'un plan climatique, ou de toute autre question. La gouvernance nécessite une planification à long terme, qui est le point de départ. Incidemment, je sais que ça peut ne pas être populaire à dire ici, mais je le dirai quand même. La Commission nationale du développement et de la réforme du continent, ou CNDR, l'agence de planification, s'engage dans une planification à long terme. C'est ce dont les gouvernements ont besoin. Non pas pour éliminer les marchés, bien sûr, mais pour avoir une structure de planification pour les infrastructures publiques et pour la réglementation dans laquelle les marchés peuvent opérer. Les gouvernements ont besoin d'objectifs clairs et d'instruments pour atteindre ces objectifs, pas seulement pour gagner des élections. Nous n'avons rien de tout cela aux États-Unis en ce moment. Dans aucun domaine de la politique publique, nous n'avons résolu un seul problème de politique publique aux États-Unis depuis des décennies. We have not solved one public policy problem in the United States in decades. Everything's blocked. Tout est bloqué. Un second aspect essentiel de la gouvernance est la coopération régionale. Aucune économie ne peut atteindre un développement durable par elle-même, pas plus une économie insulaire qu'une économie terrestre. Même la Chine continentale, une économie à l'échelle d'un continent, ne peut pas atteindre un développement durable seule. Elle a besoin, c'est certain, de l'énergie éolienne et solaire du désert de Gobi. Nous avons besoin de coopération au sein des régions, ce qui est l'opposé de la stratégie de la guerre froide. La stratégie la plus ancienne de l'Empire est Divide et Impera, ou diviser pour régner. Les États-Unis visent à diviser les régions du monde plutôt qu'à aider les régions à s'unir autour d'objectifs communs. À mon avis, le bon niveau d'agrégation régionale pour l'Asie de l'Est est le Partenariat économique régional global, ou RCEP. Ce partenariat réunit la Chine, le Japon, la Corée, les 10 pays de l'ASEAN, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Avec cette agrégation, vous avez un mélange de sources d'énergie primaire qui pourraient alimenter cette vaste région centrale de l'économie mondiale. L'Australie, avec ses vastes déserts, pourrait fournir de grandes quantités d'électricité à l'Indonésie par un câble sous-marin ainsi que de l'hydrogène vert. Donc, elle devrait faire partie de la combinaison. Nous avons besoin de coopération régionale à cette échelle. Mais l'obtenons-nous? Non, nous obtenons le contraire. Quand j'étais à Tokyo il y a quelques jours, je me demandais, coopérons-nous avec la Chine sur l'énergie? When I was in Tokyo a few days ago, cooperate with China on energy? Would the US even allow it? Les États-Unis le permettraient-ils même? C'est vraiment la question. Permettez-moi de dire, en passant, que si les pays d'Asie de l'Est étaient unis, nous serions la partie la plus dynamique, prospère, sûre et leader du monde entier. Alors pourquoi des endroits situés à 10 000 milles de distance nous disent-ils le contraire? Ce serait la sagesse. Cette région pourrait absolument mener le monde en matière de développement durable. Elle a tout ce qu'il faut pour y parvenir. Tout le savoir-faire technologique, des marchés actifs, des taux d'épargne élevés et la capacité de produire des infrastructures à faible coût. Cet endroit pourrait diriger le monde, inspirer le monde et également fournir de la technologie pour le reste du monde. Alors s'il vous plaît, faites-le. Mais cela nécessite une coopération régionale comme caractéristique centrale. Enfin, permettez-moi de me tourner vers la coopération mondiale. Nous avons eu 200 ans d'un monde dominé par l'Occident qui était une anomalie. Si l'on regarde l'histoire mondiale, les changements temporaires de pouvoir relatifs conduisent à des avantages temporaires. Ceux-ci aboutissent généralement à des guerres impériales qui, après une période de 200 ou 300 ans, suivent leur cours. Le monde occidental a dominé en raison d'un ensemble de technologies qui ont été commercialisées pour la première fois en Grande-Bretagne et, pour être plus précis, en Écosse, où la machine à vapeur a été considérablement améliorée. Cela a conduit à 200 ans de domination occidentale
et en particulier anglo-saxonne, dans le développement mondial. Western and especially Anglo-Saxon-led world development. Britain ran much of the world until the... La Grande-Bretagne a contrôlé une grande partie du monde jusqu'au début du XXe siècle. Mais ensuite, 2 guerres mondiales ont mis fin à l'Empire britannique. Le relais a été passé aux États-Unis, qui se sont vus comme le nouveau leader mondial et l'ont effectivement été pendant plusieurs décennies. Cependant, cet avantage s'est amoindri car la technologie est désormais bien comprise en Chine et en Inde, et elle se répand rapidement à travers le globe. Il n'existe plus un monde dirigé par l'Occident. Le seul type de monde que nous pouvons avoir pacifiquement est un monde multipolaire, où il y a une coopération pacifique au sein de chaque région, et les différentes régions coopèrent les unes avec les autres. L'Asie de l'Est, l'Asie centrale, l'Asie du Sud, l'Asie de l'Ouest, l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Afrique. Nous avons besoin d'un monde où les voisins créent des systèmes énergétiques et écologiques intégrés, gèrent ensemble les bassins hydrographiques, interconnectent l'énergie renouvelable et commercent pacifiquement avec le reste du monde. Il y a 2 excellentes façons d'atteindre cet objectif. L'une est de reconnaître qu'il est dans l'intérêt de tous d'avoir une coopération pacifique. Les routes de la soie sont le plus grand exemple historique de cela sur une période de 2000 ans. Le commerce entre l'Empire romain et la dynastie Han, du temps de Marco Polo, et au XVe et XVIe siècle entre la Chine et l'Occident, a été bénéfique pour le monde entier. J'admire beaucoup l'initiative chinoise, la ceinture et la route, car c'est une contribution positive à l'interconnexion du monde. Cependant, les États-Unis, qui ne font pas partie de l'Eurasie, ont immédiatement critiqué le programme et ont fait pression sur les Européens pour qu'ils en fassent autant. Mais l'Europe et la Chine sont les 2 extrémités de la masse continentale eurasienne et devraient travailler ensemble pour se connecter l'une à l'autre. C'est un aspect. Le deuxième aspect, comme l'a mentionné le professeur Liu, est le dialogue, la compréhension et la communication. Ce sont des éléments fondamentaux, mais souvent négligés. Je sais que je manque de temps, donc je m'excuse, mais je veux partager mon résultat préféré de la théorie des jeux. Dans le dilemme du prisonnier, 2 parties ont une raison de coopérer, mais aussi une incitation à tricher. La théorie des jeux, qui est ancrée dans la pensée anglo-saxonne, prédit que les 2 parties vont tricher. Cependant, si Confucius et Mencius devaient jouer le jeu, ils ne tricheraient pas. Confucius préconiserait de traiter les autres comme on aimerait être traité, et ils agiraient honorablement. Cela conduirait à un résultat coopératif. En revanche, la pensée occidentale suppose souvent la triche, qui est même considérée comme l'équilibre. C'est étrange que nous enseignions cela à nos étudiants. Mais la réalité, lorsque les gens participent à la théorie des jeux expérimentales, ils ont tendance à coopérer environ la moitié du temps. When 2 people play in experimental game theory, they cooperate about half the time. Except if they're economic students, then they don't cooperate. Sauf s'ils sont étudiants en économie, alors ils ne coopèrent pas parce qu'ils ont une incapacité entraînée. Ils ont appris que tricher est rationnel. Si ce sont des infirmières, elles coopèrent environ 90% du temps. Mais voici la beauté. Si vous laissez les 2 côtés discuter ensemble, pas pour prendre un accord contraignant, juste pour bavarder, ce qu'on appelle la parole bon marché en économie, la coopération dépasse les 90%. Quelque chose est déclenché dans ce mécanisme émotionnel de l'âge de pierre dans l'amygdale, lié au cortex préfrontal, qui dit « je peux coopérer avec cette personne ». Et la coopération monte à des niveaux presque complets. Le dialogue compte. Donc dans ce contexte, combien de fois le président Biden et le président Poutine ont-ils parlé depuis que la Russie a lancé l'opération militaire spéciale le 24 février 2022? Ce serait 0. Parce que le dialogue est vu comme une mauvaise chose aux États-Unis. C'est appelé l'apaisement. Pourquoi discuter avec l'autre côté? Et si vous prenez ce point de vue, vous finissez avec le Vietnam, le Cambodge, le Laos, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, la Serbie, la Libye, l'Ukraine. Si vous ne parlez pas à l'autre côté, vous vous battez avec l'autre côté.
c'est la sagesse chinoise ancienne. Et ce que j'aime particulièrement à propos du prix Tang et de la fondation du prix Tang, ce n'est pas seulement sa vision d'un monde meilleur, son interconnectivité et son soutien à la nouvelle discipline du développement durable, mais aussi son encouragement à nous tourner vers la sagesse ancienne pour résoudre nos problèmes. Merci beaucoup. urging us to look to ancient wisdom to solve our problems. Thank you very much.